Bonjour, bienvenue à cette deuxième visioconférence de l'Axe sur partenariat de soins avec le patient en période de pandémie Covid. C'est la deuxième rencontre que nous organisons en association entre plusieurs organisations. Et on a, dans ce cadre-là, en fait, organisé des partenariats entre la Maison de la Médecine et la Culture, qui est une association citoyenne d'éducation populaire en santé, on peut le nommer comme ça, qui génère des rencontres ciné, débats, mais ce n'est pas forcément du cinéma, ça peut être une forme d'art, et d'autres événements dans la cité pour tous les citoyens à Nice. Le Centre d'innovation du partenariat avec les patients et le public, qui est une entité de la faculté de médecine de l'Université Côte d'Azur. Et puis là, on a demandé à l'équipe de Un Chez Soi, d'abord de Bordeaux, de venir nous parler de en fait, l'expérience de la pandémie Covid à travers aussi bien ce que vivent les locataires que les équipes qui les accompagnent. Pour vous donner un peu une idée de contexte, ce qu'on a identifié là, c'est qu'avec en fait la pandémie, il y a eu une mobilisation des services de santé qui a été très orientée vers en fait vers les personnes qui étaient atteintes et qui sont atteintes de Covid, avec un taux de morbidité élevé. Ça a eu un impact en fait, c'est qu'il y a eu, comme les équipes étaient orientées pour accompagner les personnes atteintes de Covid, il y a eu moins de personnel et de salles d'examen, etc., qui étaient disponibles pour les autres personnes, pour les autres citoyens qui n'avaient pas le Covid. Ça a eu un impact qui a été en fait des soins interrompus pour pas mal de malades chroniques, alors que ce soit parce qu'ils ne pouvaient pas se déplacer ou qu'il n'y avait pas d'équipe disponible ou qu'eux-mêmes se soient autocensurés. On est en train de voir monter aujourd'hui en fait une vague de troubles psychiques plus importante, ce qui était déjà décrit tout au début du confinement. Ça, c'est les conséquences du confinement et du déconfinement. Et on commence à mesurer, en fait, il y a eu pas mal d'articles qui sont sortis ces derniers jours. Et puis, d'autres conséquences, en fait, de la pandémie, c'est que on commence à un peu connaître les contours des maladies développées avec la pandémie. Et il y a un certain nombre de personnes qui ont des troubles ou des symptômes persistants. Et ça, c'est entre 5 et 20% des gens qui ont été atteints par le Covid et qui ne sont pas décédés. Donc, dans le cycle, nous, on a fait un premier, on s'est dit, on allait essayer de voir qu'est-ce qui se fait en partenariat entre des professionnels de santé et des patients, des personnes directement concernées. Donc, on a déjà fait, en fait, une visioconférence sur l'e-éducation thérapeutique à partir d'une plateforme qui avait été créée qui existe, qui a été créée par une association de patients à partir des savoirs expérientiels des patients, qui n'intéressaient pas tellement en fait les établissements de santé et les équipes de professionnels de santé avant la pandémie. Et du fait en fait de cette troisième vague décrite dans la diapositive, tout d'un coup, l'association a été très sollicitée par plein d'établissements de santé. Et donc, on a décidé de mettre ça en lumière. Et puis, aujourd'hui, on s'est dit, voilà, il y a cette vague autour de la santé mentale. Donc, on allait commencer par une conférence pour comment ça s'est passé pour les personnes qui vivent des troubles psychiques et qui sont en précarité. Et dans notre dynamique, en fait, on ne s'intéresse pas que aux personnes directement concernées, mais aussi à ceux qui les accompagnent, donc aussi à l'équipe. Et donc voilà, c'est le sujet du jour. Et puis je vais laisser la parole à Jean-Michel Benatar, qui est médecin, coordinateur opérationnel du Centre d'innovation du partenariat avec les patients et le public, et qui est aussi le membre fondateur de la Maison de la Médecine et de la Culture. Jean-Michel, si tu veux bien prendre la parole. Merci Luigi. Je ne sais pas si tu t'es présenté en fait, Luigi Flora, donc patient-chercheur et directeur patient du Centre d'innovation du partenariat avec les patients et le public. Co-directeur avec un médecin. Voilà, et donc cette nouvelle structure qui date de quelques mois. Voilà. Alors j'aimerais introduire quelques éléments de vocabulaire et conceptuels d'un nouveau paradigme de soins issu du modèle de Montréal
qui se nomme le partenariat de soins avec les patients et le public. Et c'est cette approche que nous essayons de diffuser. Et donc, si pendant la pandémie, la focale, comme on l'a vu, s'est polarisée sur la Covid et ses conséquences aiguës et graves, il faut rappeler qu'il existe en France 20 millions de personnes vivant avec au moins une maladie chronique ou un handicap, et dont 7 millions de personnes vivant avec des troubles psychiques. On peut dire aussi qu'il y a 11 millions de proches aidants. Donc, et selon la chercheuse Angela Coulter, un malade chronique passe en moyenne 5 à 10 heures par an avec un professionnel de santé dans le soin, alors qu'il peut produire, lui et ses proches, jusqu'à 6 250 heures par an, soit plus de 98% du temps de soins. Ainsi, dans le tandem patient-professionnel de santé, le partenariat de soins est fondé sur la reconnaissance mutuelle de la complémentarité des savoirs. Donc, savoir de la maladie par le professionnel, savoir de la vie avec la maladie par le patient. Et c'est cet a priori irréductible qui permet la co-construction, la co-invention des choix de soins, des choix de santé, des choix de vie et de parcours de vie de façon libre et éclairée par le patient. Le patient doit être considéré comme un soignant à part entière de l'équipe de soins, mais cette approche de soins nécessite, pour être performative, d'un étayage systémique et institutionnel au niveau de l'enseignement, de la recherche et des soins. Mais en plus de cet étayage systémique, ça nécessite aussi des changements de représentation et de mentalité dans la société. Et donc, c'est aussi d'où notre implication dans l'éducation populaire. Et donc, c'est dans cet esprit que nous vous invitons à tous et que nous invitons particulièrement l'équipe d'Un chez soi d'abord Bordeaux, donc afin de participer à véhiculer ce changement de paradigme qui s'étend même dans ce programme à la croisée du soin, mais aussi du champ social. Et je crois que cette époque de Covid a montré de façon flagrante et aussi par de nombreux travaux les liens qui existaient entre la santé et les déterminants socioprofessionnels. Donc, Thierry et Philippe, si vous voulez vous présenter. Ok, c'est moi qui commence. Ouais, bien sûr. Alors moi je m'appelle Philippe Vallée et je suis médiateur de santé père à Un chez soi d'abord depuis mai 2019 et j'ai commencé un an avant dans une structure addicto, une structure résidentielle où on traite d'addiction. Nous anime des groupes de parole entre pairs. Et je travaille aussi en détention au sein d'un programme pour les personnes qui ont des problèmes d'addiction. Et voilà, et Un chez soi. Ouais, moi, donc Thierry Giraud, je suis à Un chez soi d'abord depuis septembre 2019. Je suis éducateur spécialisé et j'ai une longue expérience plutôt avec des adolescents auparavant. Donc, ça fait quelques mois maintenant que je travaille au chez soi Bordeaux. Et un peu en avance et en lien avec ce qu'on évoquera tout à l'heure. C'est une tout à fait nouvelle manière de travailler. Voilà, j'en dis pas plus, mais on reprendra ça un peu plus tard. Le programme, il est né aux États-Unis dans les années 90-91 à New York par un jeune chercheur grec à l'époque qui s'appelle Sam Samberis et qui est parti du constat qu'en fait les offres d'hébergement pour les personnes qui étaient malades, le principe était le traitement d'abord. C'est-à-dire les équipes essayaient de préparer les personnes pour qu'elles soient enfin prêtes à accéder à un logement. Et lui, il est parti de l'idée qu'en fait, les personnes étaient prêtes et qu'on ne pouvait pas savoir si elles étaient prêtes ou pas. Et qu'il valait mieux d'abord les loger, puis après les accompagner pour qu'elles réacquièrent leurs compétences à habiter un chez-soi depuis leur chez-soi. En gros, le principe, c'est si tu veux apprendre à faire de la bicyclette, il vaut mieux qu'on te donne une bicyclette. Ça fait une semaine que je suis dans le logement, ça fait 2 mois que je fais partie du programme. Et ben, je pense que c'est une bonne porte qu'on m'a ouverte, quoi. D'abord un logement, et après petit à petit, bon, je ne sais pas ce qui va se passer, mais sûrement ça va être positif. Tout de suite, on va arriver là. Tout de suite, dans notre programme, la seule
le seul critère est quand même un peu contraignant, c'est une visite hebdomadaire avec bon, on venait un petit peu pour te faire la visite de politesse. Ouais, c'est bien. Hein. Et puis, bon, on parle des photos un petit peu. Jérôme reste avec toi ou il aimerait avoir un témoignage de ce qui se passe depuis quelques mois. Hein. Ce que tu faisais avant, ce que tu fais maintenant. Ce que je faisais avant, c'est pas difficile. Hein. Je tapais la manche et je picolais. Tu tapais la manche et tu picolais. Voilà. Il n'y a rien d'autre. J'ai fait 16 ans de rue. J'étais bien à la rue. J'avais mon sac de couchage, je me mettais dedans. C'est agréable de dormir dans le sac de couchage quand il fait froid autour. Je me suis bien marré. Ah ouais, j'en ai fait. Pour tous les jours, c'était la fête. Je gagnais pas mal d'argent dans la Manche. Je tournais autour de 80 € par jour. Non, ça allait la rue, je m'en sortais bien. Mais le problème, c'est que j'ai plus la santé maintenant. J'ai 40 ans, je suis cassé de partout. La rue structure, identifie et structure, et il y a même un cadre social. Raymond, c'est le cas, c'est-à-dire qu'il faisait la manche. Il était connu par le pressing d'à côté, là, il venait à l'aide, c'était une référence, et les gens, comme il est gentil, il faisait la manche, il connaissait tout un tas de gens, de petites vieilles ou autres, et il est intégré, c'était identifiant. On le sort de là, et comme beaucoup de gens, il se retrouve seul, entre quatre murs. Je m'ennuie. Voilà, tu t'ennuyais, et donc c'est à ce moment-là où tu prenais l'alcool beaucoup plus que le reste de la journée. Si c'est possible, donc Julien, tu sais, dans l'équipe, c'est le psychiatre, hein, il viendra pour voir ça avec toi. Hein. D'accord. Voilà. Je voudrais bien arrêter de boire pour de bon, mais j'y arrive pas. J'arrête de boire pour 4 jours et puis je recommence. C'est pire que la canne, l'alcool. J'ai plus de facilité à arrêter la canne qu'à arrêter l'alcool. On voit que l'appartement est tenu, quoi. Et moi, je trouve que ça, c'est bien parce que c'était pas évident, surtout pour des personnes qui sont pas habituées à faire leur ménage, quoi. Pour l'instant, ça se passe bien. Je tiens propre, ça va. Je fais pas le con comme j'ai fait rue du Printemps. Rue du Printemps, je les connais. Ouais. Ici, t'es clean, en fait. Ouais. À rue du Printemps, je faisais rien. Je laissais les canettes par terre, il y avait tellement de canettes qu'on ne pouvait plus marcher. Le chien, il avait chié dans l'appart, le bordel. Je ne recommence pas. C'est pour ça que j'ai invité personne. Comme ça, il n'y a pas de bordel. Et là, maintenant, se retrouver un appart et arriver à tenir ça, c'est énorme. Mais on démarre par les besoins essentiels. On couvre les besoins essentiels, se loger, pouvoir manger, pouvoir être en sécurité. Et à partir de là, on va développer, au fur et à mesure de l'accompagnement, l'émergence. On va essayer de faire émerger chez les gens ce qu'il y a de compétences en eux, ce qu'il y a de richesse en eux, qui est endormi, qui n'est pas exploité. Mais le pari, c'est que tout le monde a un trésor possible caché. En fait, ce programme, il est né au départ dans une équipe de rue à Marseille qui a constaté qu'elle ne pouvait pas soigner les personnes si elles n'avaient pas de logement. Ils ont ouvert un squat dans l'hypercentre de la ville qui a été légalisé par la mairie en 2008. Puis la ministre de la Santé de l'époque, Mme Bachelot, est venue visiter ce lieu. Elle a demandé aux responsables de l'équipe, en l'occurrence moi-même, de faire un rapport sur la santé des personnes sans chez soi en France. Et dans les suites de ce rapport que j'ai réalisé avec Pascal Estécandi et Pierre Chauvin et puis plein d'autres personnes qu'on a auditionnées, on a, comme recommandation première, on a proposé de développer un programme expérimental et on l'a proposé déjà un peu clé en main au ministère de la Santé. Et on y a associé le ministère du Logement et à partir de là, le rapport a été remis en janvier 2010. Le programme Un chez soi d'abord, c'est d'abord une recherche. C'est d'abord un programme d'études qui porte sur une expérimentation. Concrètement, ça veut dire que les personnes qui correspondent à certains critères qui ont été déterminés par le groupe de recherche sont repérées sur un territoire
par des acteurs institutionnels ou associatifs qui travaillent, on va dire, à la croisée de la précarité et de la santé mentale. Une fois que les personnes sont repérées, elles rencontrent un enquêteur-chercheur. Une fois qu'elle a consenti à rentrer dans cette étude, on va lui attribuer un groupe, qui est un choix qui est fait, qui est informatisé, qui est fait a priori, une sorte de tirage au sort. Donc après, deux solutions. Soit la personne rentre dans le groupe dit un chez soi d'abord, le groupe expérimental, et à ce moment-là, elle est dans un délai assez bref, relogées en fonction de ses souhaits, et elles vont être suivies par une équipe spécifique, l'équipe d'un chez soi d'abord, qui est une équipe principalement médico-sociale. Soit la personne rentre dans le groupe offre habituel, qui lui est suivi comme d'habitude par les services sanitaires et sociaux. Et l'idée, c'est de comparer sur la durée l'impact de ces deux stratégies-là sur le rétablissement. Ils sont venus avec un dossier, ils m'ont fait remplir le dossier et puis j'ai été tiré au sort. J'ai eu du bol pour une fois. Le principe du tirage au sort, c'est une justification scientifique, c'est-à-dire les essais randomisés ou dits aléatoires, c'est eux qui produisent un niveau de preuve scientifique suffisant pour convaincre à la fois les professionnels, le monde de la recherche et surtout les politiques qu'un dispositif est plus efficace qu'un autre. C'est aussi simple que ça. Dans le phénomène SDF, il y a une partie visible qui sont principalement les gens qui font des troubles psychiatriques sévères. C'est pour ça que ce programme est financé. C'est pour rendre invisible cette partie-là qui est la plus visible et qui, pour moi, est aussi la plus problématique d'un point de vue de l'éthique et de la morale, parce que c'est des gens malades qu'on laisse mourir dans la rue. À vous la parole. Merci. Donc, je te dis, quand on passe les slides, on peut passer à la deuxième tout de suite. Voilà, je commence. Alors, ce que je voulais dire, c'est que là, on a vu un petit film qui parle un peu de comment le 1 chez soi d'abord est né, et comment c'est né aux États-Unis et comment c'est né en France. Ce qu'on trouvait intéressant dans le deuxième extrait, c'est qu'on explique que le 1 chez soi a été pérennisé sur la base d'une expérimentation scientifique, c'est-à-dire qu'on a tiré des personnes au sort pour leur proposer d'un côté l'accompagnement chez soi et de l'autre l'accompagnement classique. Et que la conclusion à la fin de cette expérimentation, c'était que ça ne coûtait pas plus cher de donner un appartement tout de suite à la personne avec un suivi, plutôt que de la laisser aller, comme la personne qu'on a vue dans le sujet, plutôt que de la laisser dehors et la laisser aller 200 fois aux urgences en une année. Ou la laisser errer dans la rue, partir en prison, ressortir, aller à l'hôpital, ressortir, foyer d'urgence. Et qu'en plus du fait que ça ne coûtait pas plus cher, les personnes allaient beaucoup mieux quand on leur proposait un appartement et qu'on les accompagnait. Et puis, comme au début de ta présentation, Gino, tu as expliqué que pendant le Covid, on a un peu laissé les gens sur le côté, et que les personnes qui avaient des troubles, on a pu constater que certaines ont flambé, qu'il y a eu beaucoup plus de demandes d'admission aux urgences psychiatriques, que beaucoup de gens se sont retrouvés en difficulté. On avait envie de vous raconter la fin du film tout de suite. C'est-à-dire que nous, on n'a pas constaté ça. Et ce matin, on a appris qu'il n'y avait eu aucun cas de Covid parmi les locataires chez soi en France. Aucun. Et que les personnes n'ont pas flambé comme à l'extérieur. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que si on propose un appartement aux personnes et qu'on continue à les accompagner, eh ben, ça se passe beaucoup mieux. Et que nous, on n'a pas du tout subi l'impact et la vague qui a subi la psychiatrie partout ailleurs. Voilà. Alors, pour vous expliquer pourquoi ça a marché et comment on s'est adapté, on s'est dit qu'on allait vous raconter un peu qu'est-ce que c'est le 1 chez soi, quelle est notre prise en charge et comment on fonctionne. Donc, pour reprendre sur l'expérimentation, il y a eu 4 pôles historiques, donc Lille, Marseille, Paris et Toulouse. Et puis, ça, c'était la deuxième phase d'expérimentation qui a démarré en 2012. Et en 2018, il a été décidé d'étendre le dispositif à 16 pôles supplémentaires, dont Bordeaux. Donc, nous, on a démarré chez soi d'abord Bordeaux à ce moment-là.
mais comme on le voit sur ce slide, Oikeo était déjà une association qui n'était pas un chez soi d'abord, mais qui proposait déjà du logement à des personnes en difficulté.